Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission quotidienne Bonjour d'Algérie qui vous provient chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran. Un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois avec notre humble équipe pour vous servir pendant 1h30 de programme qui je l'espère sera à la hauteur de vos attentes. Alors nous sommes le mercredi 24 janvier 2021, il est 8h, une matinée bien fraîche d'ailleurs, donc où que vous soyez, j'espère que vous allez bien et que vous vous couvrez bien. Alors, un programme riche et varié, comme je vous l'ai dit, qui comprendra de la santé avec le professeur Bouayyad Amen Allah Yassine qui sera avec nous pour nous parler du diabète et plus précisément du pied diabétique et ses dangers et méfaits. On continuera avec cinéma, avec le réalisateur Ilyas Bouhamoucha qui sera avec nous pour nous parler de son film Happy Birthday ainsi que d'un essai qui vient de publier sur le cinéma et société. On passera ensuite au volet littérature avec le très prolifique jeune auteur oranais Mehdi Messoudi qui est à son 4e ouvrage publié, un recueil de nouvelles cette fois-ci, intitulé En dépit du temps. Et on finira avec du tourisme, avec l'association Jeunesse pour les échanges touristiques, avec son président Rachid Harkous qui sera avec nous pour nous parler de son association, de ses activités, ainsi que d'un beau petit projet qui est en cours d'élaboration actuellement. Donc restez avec nous pour découvrir tout ça. Mais avant de démarrer, une triste nouvelle, malheureusement, s'est abattue sur le monde de l'art algérien en général, à savoir le décès de l'illustre, talentueux artiste Erskry Larbi, qui nous a quittés ce samedi dernier à l'âge de 68 ans. Un homme éclectique au parcours de plus de 40 ans de carrière, un homme qui a donné sa vie à l'art. C'est aussi un homme qui avait plusieurs casquettes à son actif. Il était sculpteur, scénographe, cinéaste, miniaturiste, concepteur d'affiches et même caricaturiste. Donc Allah yarhamah wa yawsi', il avait notamment collaboré avec Belkacem Hajjaj dans plusieurs de ses films comme Mashahou ou encore Al-Manara. Donc Allah yarhamah wa yawsi', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc avant de commencer, mesdames et messieurs, nous vous emmenons avec nous à travers un sujet, découvrir la journée scientifique sur le diabète qui s'est tenue à Tlemcen, une journée qui s'est concentrée sur les complications micro- et macrovasculaires du diabète sucré. On vous laisse regarder, on se retrouve juste après pour en parler avec notre invité. Dans le cadre de la lutte et la prévention contre le diabète, le laboratoire de chirurgie expérimentale numéro 39, en collaboration avec la direction de la santé publique de Tlemcen, a organisé une journée scientifique sur le diabète en mettant la lumière sur les complications micro- et macrovasculaires de cette maladie. في السنة الأخيرة أكثر من 4 ملايين مصاب بمرض السكري على المستوى الوطني. ارتأينا أن ننظم هذا اليوم العلمي من أجل الخروج بطريقة مثالية من أجل التكفل الأمثل لمرضى السكري خاصة مرض القدم السكرية. Donc le pied diabétique, c'est le concours et la participation de toutes les spécialités. Donc il faut qu'il y ait une coordination entre les multidisciplinaires pour qu'il y ait une prise en charge efficiente, efficace du prédiabétique et un suivi régulier. يونس حابي أمين العام للجمعية الوطنية لرعاية المريض وذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية هذه تهدف إلى رعاية تقديم المساعدات إلى المرضى بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة، فئة ذوي الاحتياجات من معاناة النقائص اللي هم يعانوا منها، وأيضا النقائص اللي يعاني منها المرضى في المستشفيات، وأيضا تعزيز هذه المبادرات بأيام دراسية مثل هذا اليوم من أجل إيصال كيف التعامل مع هذا المرضى السكري. Cette journée, qui a regroupé plus de 200 participants, a permis la concertation entre les spécialistes du secteur pour une meilleure prise en charge de cette maladie ravageuse. Je participerai par une communication sur la prise en charge du pied diabétique, la prise en charge médicale qui précède la prise en charge vasculaire et chirurgicale. On va essayer de présenter un parcours de soins qu'on a adopté à notre niveau, comment organiser le dépistage, comment prendre en charge les plaies, comment minimiser le risque et les amputations. Il y a une amputation toutes les 20 secondes dans le monde. Et en Algérie, il y a 50% des malades qui sont hospitalisés pour un pied diabétique infecté. Ils meurent dans les 5 ans de l'hospitalisation.
À Tlemcen, on a enregistré rien que pour l'année 2023, au niveau des urgences, 1080 diabétiques admis. Et sur les 1080, nous avons eu 168 pieds diabétiques, dont 45 amputations. Donc, juste pour vous dire l'ampleur des dégâts que ça peut entraîner un diabète. Le pied diabétique, c'est un échec. Quand on reçoit un patient avec une plaie du pied diabétique, c'est un échec pour le médecin traitant. Encore plus quand on passe à l'amputation. Donc, on essaye de minimiser les complications du diabète, principalement le pied diabétique, et de prendre en charge précocement le pied diabétique par un dépistage adéquat, par des structures d'hospitalisation spécialisées, multidisciplinaires, afin de réussir notre mission. Une maladie qui continue de faire des ravages et qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire afin d'éradiquer définitivement ce fléau. Un fléau, une maladie ravageuse en effet, et pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui professeur Bouayed Aman Allah Yassine. Donc professeur, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui et en dépit d'un emploi du temps très chargé. Donc déjà on va vous présenter professeur, vous êtes chirurgien de formation, médecin-chef de service des urgences médico-chirurgicales au niveau du CHU de Tlemcen. Donc marhaba bik professeur. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, professeur, vous avez participé à cette journée avec une communication qui s'intitule « Prise en charge du pied diabétique, point de vue du chirurgien ». Donc, avant de rentrer dans les détails, donnez-nous un peu une idée sur ce qu'est le pied diabétique pour les téléspectateurs qui peut-être ne savent pas ce que c'est. D'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation. Vous me donnez aujourd'hui l'occasion de parler sur le diabète en général, qui est une maladie chronique et redoutable, surtout si elle est négligée, et sur le pied diabétique en particulier, en ma qualité de chirurgien. Alors, c'est quoi le pied diabétique? Le pied diabétique, c'est une complication du diabète. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs complications liées au diabète. C'est une complication chronique. Alors, cette complication, comment elle survient? Alors, un patient qui est déséquilibré, qui présente une hyperglycémie, une augmentation du taux de sucre dans le sang, et qui évolue durant plusieurs années, ce qu'on appelle l'hyperglycémie, sur une longue durée. Alors, elle est à l'origine de la microangiopathie. C'est quoi microangiopathie? Microangiopathie, ça veut dire que c'est une atteinte des petites artères, ou des artérioles, ou des capillaires. C'est donc c'est une atteinte des parois, le sang n'arrivant plus suffisamment, et donc il y a un impact sur les différents organes. Oui. Alors quels sont les organes qui sont concernés? Il y a d'abord au niveau du rein, ça peut concerner le rein, ça touche l'élément fonctionnel du rein qui est le néphron, et donc ça peut aboutir vers l'insuffisance rénale, ça peut toucher les yeux au niveau de la rétine et donner une rétinopathie, ça peut toucher aussi le cœur et entraîner un infarctus du myocarde, ça peut aussi ça peut toucher le cerveau, avec comme conséquence un accident vasculo-cérébral ou AVC, connu sous ce terme. Et pour ce qui nous concerne, moi, ma qualité de chirurgien, ça peut aussi toucher le pied. Alors le pied, comment ça touche le pied justement? Cette microangiopathie, qui est une altération des capillaires, des petits vaisseaux, des petites artères, au niveau du pied, au niveau des tissus mous et de la peau, quand le sang n'arrive pas suffisamment, parce que le sang, il véhicule l'oxygène. Oui. Et l'oxygène, il est indispensable au fonctionnement normal des tissus. Alors, s'il n'y a pas d'oxygène, le tissu, il est altéré, il est endommagé. Il ne se régénère pas. Alors, il est endommagé, et l'impact, celui qui reçoit l'impact, c'est les nerfs. Oui. Les nerfs au niveau de la peau, tissu. Et quand il y a une atteinte nerveuse, le malade ne ressent plus rien. Ce qu'on appelle
une neuropathie. Alors, il y a la neuropathie, c'est une atteinte nerveuse périphérique au niveau du pied. Il y a la neuropathie sensitive. Le patient, il ne ressent ni la chaleur, ni le froid, ni la douleur. Alors, imaginez s'il a une plaie, quelqu'un de normal qui n'est pas diabétique, quand on a une plaie, une petite fissure au niveau du pied, quand on marche dessus, on a mal, on ressent, hop, donc on se soigne. Mais le diabétique qui présente un pied diabétique, il ne ressent rien du tout. Donc il va aggraver, c'est pour ça que les lésions surviennent, parce qu'il ne ressent rien, et donc à la longue, il y a une plaie qui apparaît, ce qu'on appelle l'ulcère du pied, ou là le mal perforant plantaire. Mal perforant plantaire, il y a hufra au niveau de Fulgdam. Voilà. Et donc, il y a la neuropathie aussi végétative, l'atteinte nerveuse végétative. Il y a une réduction de l'hydratation naturelle du pied. Il y a une sécheresse de la peau. Il y a un épaississement cutané au niveau de la plante des pieds qu'on appelle callosité. La callosité, c'est un moyen de défense, d'une réaction naturelle de défense, mais en même temps, ça augmente, ça élève l'hyperpression sur les tissus sous-jacents, sous-cutanés, et donc il va y avoir un saignement en sous-cutané, et ce saignement va s'éliminer à travers une fissure et créer l'ulcère du pied. Très bien. Donc, si on veut définir un pied diabétique, il est défini comme étant par la présence d'un ulcère, d'une plaie au niveau du pied. Alors qu'on appelle ulcère du pied ou mal perforant plantaire, qui est le symptôme principal. C'est le maître symptôme du pied diabétique. Oui. C'est le point de départ. Donc on a neuropathie qui est créée, qui a été provoquée par l'ischémie ou la microangiopathie. Ischémie, ça veut dire insuffisance vasculaire. Oui. Le sang n'arrive pas suffisamment. Alors, qui a été créée par cette microangiopathie, et la neuropathie est responsable de la survenue de la plaie du pied. Justement. Et quelles sont les causes du pied diabétique? Qu'est-ce qui peut déclencher cette maladie? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a des facteurs qui contribuent justement au développement de cette maladie au niveau du pied? Alors, comment survient le pied diabétique? Je l'ai dit au début, c'est un taux de sucre dans le sang qui évolue durant plusieurs années, au moins 10 ans et plus, 10 ans, 15 ans à 20 ans. Si quelqu'un vit avec une hyperglycémie, s'il néglige, s'il est indiscipliné durant 10, 15, 20 ans, eh bien, les artères, les parois internes des artères, que ce soit en périphérie ou là en centrale, les grosses artères, ils vont être endommagés. La paroi interne est appelée intima au niveau du vaisseau. Cette intima, chez un sujet jeune, non diabétique, en bonne santé, elle est élastique et souple. Chez le diabétique, déséquilibrée, eh ben, elle devient fragile. Et quand elle devient fragile, elle est un terrain idéal pour les dépôts de plaques d'athérome. Les plaques d'athérome sont constituées essentiellement de cholestérol. Donc, ils vont se fixer sur les parois et ils vont boucher progressivement la lumière de l'artère. Donc, microangiopathie, c'est artère périphérique de l'organe, et macroangiopathie, c'est une atteinte des grosses artères, entre guillemets, comme par exemple, on parle du pied. Les grosses artères, ils sont situés au niveau de la jambe, entre le genou, c'est-à-dire l'artère poplitée, et les artères du pied, les artères pédieuses. Donc, on a l'artère tibiale antérieure, l'artère tibiale postérieure, l'artère péronéale, etc. Donc, ça correspond à la macroangiopathie. En général, chez le diabétique qui présente un pied diabétique, il a une microangiopathie, elle est dans la majorité des cas associée à la macroangiopathie. Et c'est pour ça que chez le pied diabétique, il est recommandé
de faire une évaluation de l'état vasculaire des artères des membres inférieurs une fois par année, afin de diagnostiquer, de faire un diagnostic précoce de l'artériopathie et de la traiter précocement. C'est-à-dire que le traitement concerne une revascularisation. Il y a plusieurs techniques, il y a la chirurgie et il y a les méthodes modernes, les techniques modernes qui sont représentées par les méthodes endovasculaires. Oui. On met le ressort. Donc, la plaie au niveau du pied ou le mal perforant plantaire, il est à l'origine des dégâts. Alors, il est à l'origine des amputations. Oui. Alors, ce mal perforant plantaire, cet ulcère du pied, il faut qu'il guérisse. Sinon, il va évoluer vers l'infection. Peut-il être prévenu, justement Justement. Alors, comment favoriser la cicatrisation de cette plaie? J'ai dit que dans la majorité des cas, les pieds diabétiques, ils ont en même temps une microangiopathie qui est à l'origine de la neuropathie et une macroangiopathie. Macroangiopathie, c'est une atteinte des artères de la jambe. Il faut revasculariser très tôt pour donner des chances de guérison de cette plaie. Oui. Parce que tant que la plaie persiste, elle est exposée au risque d'infection. Et cette infection du pied ou de la plaie, c'est la première cause d'hospitalisation de par le monde. C'est la première cause d'hospitalisation de par le monde. Et elle est responsable de l'amputation d'un ou des deux pieds dans les 5 ans qui suivent l'apparition de cette infection. Donc c'est une maladie très grave et c'est un véritable problème de santé publique. Oui. Donc il ne faut pas arriver au stade d'infection. Il faut que cette plaie, il faut faire tout pour sauver le pied, pour guérir cette plaie. Donc il y a la technique de revascularisation si on fait un diagnostic très tôt. Ça fait partie de la prévention secondaire. Oui. Oui. D'accord. Et y a-t-il des régions du pays qui sont plus touchées que d'autres, notamment concernant les pieds diabétiques? Alors, pieds diabétiques, ça touche un peu à l'échelle du territoire national ou à l'échelle mondiale. Le pied diabétique, il touche les gens qui ne se prennent pas en charge d'abord, Oui. et qui ne sont pas bien suivis, par exemple par leur médecin traitant. Oui. Un diabétique, parce que le diabète, on dit que c'est une maladie difficile à guérir, mais facile à prévenir. Oui. Alors, pour prévenir, il y a la prévention primaire. La prévention primaire, moi je suis diabétique, il faut que je fasse attention d'abord. Oui. Il faut que je me suive moi-même, une prise de conscience, d'accord. Avant d'arriver au médecin, il faut que la glycémie glyquée, hein, c'est l'évaluation de la glycémie durant les 2 ou 3 derniers mois. Donc on parle aujourd'hui de la glycémie glyquée. Il faut qu'elle soit inférieure à 6,5. Ça, c'est la prévention primaire. Donc je me prends en charge, je dois faire en sorte que la glycémie doit être inférieure à 6,5. Oui. Deuxièmement, si quelqu'un fume, il faut qu'il arrête de fumer. Arrêt du tabac. L'activité physique. Il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes. Soit une marche, une simple marche, pas un peu rapide. Ou là, Un rythme un peu soutenu. Ou là, maintenant, on peut faire du sport même chez soi. Il y a le tapis roulant, il y a les vélos, etc. Pour peu qu'on ait un peu d'espace à la maison. Et lutter contre l'obésité et le surpoids, très important. Oui. Très, très important. Donc, et corriger les facteurs de risque, tels que l'hypercholestérolémie, il faut traiter l'hypercholestérolémie,
et l'hypertension artérielle. Oui. Alors, un diabétique, il faut qu'il prenne soin de ses pieds. Par exemple, il faut qu'il coupe les ongles soigneusement. Comment justement comment couper les ongles sur... Alors, comment couper les ongles? En Occident, ils ont des podologues et des pédicures. Donc, Justement, je reviens vers vous sur ce point parce que certains podologues justement disent qu'il faut couper en ligne horizontale et pas en demi-cercle. voilà. Donc pour ne pas favoriser les ongles incarnés Exactement. et qui peuvent être un facteur très aggravant. Justement. Exactement, de la survenue de la plaie. Oui. Voilà, exactement. Donc, ils ont leur technique. Et il faut justement la confection de semelles ou de chaussures orthopédiques aussi pour corriger au niveau le point d'appui au sol. Oui. Pour limiter justement le risque de blessure et les déformations osseuses qui sont la cause justement de la survenue de cette plaie. Oui. Donc ça, c'est la prévention primaire. Et pour la prévention secondaire, ça veut dire qu'on a le pied, il est suspect. Oui. Alors, comment dépister? Il faut un dépistage précoce. Chez, par exemple, médecin généraliste, ou quand il est suivi un diabétique par le médecin généraliste ou le médecin traitant, un diabétologue ou un médecin interniste, il y a un examen qui est facile, qui est peu coûteux, à l'aide d'un monofilament. D'abord, on recherche cette neuropathie qui est à l'origine de la plaie. Monofilament, et on recherche la sensibilité. Au niveau de la plante des pieds, les réflexes, s'il y a perte ou la conservation de cette sensibilité. Ensuite, il y a palper les pouls. Les pouls s'ils sont perceptibles. Oui. S'il y a des battements au niveau du creux poplité, au niveau du pied, en rétro-malléolaire, s'ils sont bien perçus, s'ils sont faibles, etc. etc. Donc c'est un examen clinique qui doit être systématique et réalisé par le médecin traitant. Et justement, concernant le traitement du pied diabétique, est-ce qu'on peut compter uniquement sur la médecine moderne ou il y a, par exemple, certains éléments de médecine traditionnelle que quelqu'un peut appliquer chez lui, de l'ail par exemple ou autre, à titre préventif bien sûr? À titre préventif, il n'y a pas de médecine traditionnelle. Moi, qu'est-ce que vous voulez dire par médecine traditionnelle? Médecine traditionnelle, des éléments par exemple, des herbes ou des... ce n'est pas mentionné sur les livres de la littérature. C'est clair, c'est clair. Je me suis dit au cas où vous aurez une astuce en tant que médecin. Moi, je me base sur la littérature, sur le consensus. Sur le consensus. Bien sûr. Donc, non, une fois qu'on a un pied diabétique... Alors, si on a une plaie, comment prévenir pour ne pas arriver à l'amputation? Parce que finalement, c'est l'amputation Absolument, oui. qui est le dernier stade et le décès ensuite. Oui. Alors, il faut évaluer l'état vasculaire des artères des membres chez le diabétique, une fois par année, que ce soit au niveau du cœur, bien sûr, et au niveau du pied. Donc, il y a une évaluation standard, c'est-à-dire à la portée du médecin généraliste ou là du diabétologue. Oui. Palper les pouls. Ensuite, il y a le Doppler. Alors, il y a le Doppler de poche. Bon, il y a certains médecins qui sont formés en la matière pour évaluer justement la circulation sanguine. Il y a l'écho-Doppler, qui doit être effectué par un angiologue, un spécialiste en trucs ou un chirurgien vasculaire. Donc, c'est un bilan vasculaire standard. Alors, si on voit à travers ce bilan, au terme de ce bilan, si on voit que le patient il a une artériopathie associée, il y a la plaie, donc on envisage de revasculariser, de traiter pour donner des chances de guérison à cette plaie. Très bien. Alors, on passe aux examens plus spécifiques, dits morphologiques, qui sont l'angio-ERM et l'angio-scanner, justement pour localiser avec précision les artères qui sont bouchées ou obstruées partiellement
pour justement revasculariser et permettre au flux sanguin d'être rétabli. Très bien. Très bien. Et à ce moment-là, on optimise les chances de guérison de cette plaie. Parfait. Donc, juste une dernière question au professeur, histoire de terminer sur une note un peu positive. Quelles sont les dernières avancées technologiques ou médicales concernant le traitement du pied diabétique? Est-ce qu'il y a par exemple de nouvelles technologies qui peuvent favoriser plus ou moins un meilleur traitement de cette maladie? Alors, pied diabétique, quand on parle de pied diabétique, ça veut dire qu'il y a une plaie au niveau du pied. Oui. Voilà, c'est la définition. Oui. Alors, les avancées concernent justement les méthodes de revascularisation, les méthodes endovasculaires. C'est-à-dire, avant, on faisait des incisions, on l'ouvrait, Oui, oui. et maintenant on n'ouvre plus, on ponctionne au niveau de l'artère fémorale, et on va envoyer, on va visualiser l'artère qui est plus ou moins bouchée, et on va envoyer un stent, Oui. genre de ressort, on le sait comme moi, et on va le placer, on va dilater d'abord pour favoriser le passage du sang. Et donc le pied il va recevoir l'oxygène et le sang. Et on va laisser, pour éviter la resténose, on va laisser en place un stent, un ressort, pour justement maintenir cette dilatation, Oui. ce calibre. Donc c'est la seule avancée dont je dispose actuellement à travers la littérature. Ah, très bien, très bien. Merci beaucoup, professeur Bouayed Amanallah Yassine, de nous avoir éclairé justement sur ce fléau très très grave qui continue de sévir encore et qui fait des millions de morts par an. Donc merci beaucoup à vous et merci d'avoir fait le trajet de Tlemcen jusqu'à Oran. Je vous en prie. Donc, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous Non, reverra il y a aucun pour d'autres problème. occasions. Je suis là quand vous avez besoin de moi, Merci beaucoup je à vous. viendrai. Et c'est moi qui vous remercie aussi de tout m'avoir plaisir est pour invité. Et vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui de parler du diabète. Et donc, je me suis adressé à une frange de la population. Et sachez qu'il y a environ 4 millions en Algérie, d'après les données du ministère de la Santé de novembre 2022. Hein. Oui. Il y a 4 millions de diabétiques, tout âge confondu, Oui. en 2022. 2 800 000 au-dessus de 18 ans. Alors, si on ne fait rien sur la prévention primaire, on va atteindre les 5 millions en 2030. Donc, vous dire, à travers ces statistiques, Ouais, c'est statistique à il faut s'y mettre. Oui, Il faut s'y mettre. Absolument, Voilà. absolument. Merci Voilà. beaucoup, docteur. Merci beaucoup à vous. Ben, Et on passe tout de suite, chers téléspectateurs, au volet cinéma avec le réalisateur Ilyas Bouhamoucha qui sera avec nous pour nous parler de son film Happy Birthday. Mais tout d'abord, on vous propose la bande-annonce de ce film et on se retrouve juste après. ما قدرناش نسلكوها غلطت. C'est un monde froid et je pourrais plus revenir en arrière, quoi. C'est ça qui m'a fait rester ici. Je l'aime derrière des marmots. زيد غير باش نوصلوا للنيفو تاعنا. Mahmoud, n'oublie pas qu'on est des artistes. Peut-être on n'a pas choisi de l'être, mais on a décidé de l'assumer. Un film très étrange et très particulier, voire même expérimental, réalisé par Ilyas Bouhamoucha, qui est parmi nous aujourd'hui pour nous en parler. Professeur, Marhaba bik, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation, Ilyas. Merci pour l'invitation. Donc, Ilyas, d'abord, on va vous présenter. Donc, vous êtes réalisateur, essayiste, chercheur aussi en cinéma et voire même enseignant aussi à l'université de Bel Abbas et titulaire d'un doctorat en études cinématographiques.
Oui, c'est ça. Je suis titulaire d'un doctorat en études cinématographiques. Oui. Mais pour la réalisation, bien sûr, l'étude académique ne veut pas dire qu'on peut faire de la réalisation, bien sûr. Oui, bien sûr, absolument. Il faut aussi beaucoup de pratique et aussi beaucoup de cinéphilie. Et beaucoup de cinéphilie. Oui, Il y en a beaucoup. Hein. Et je pense, d'ailleurs, en parlant de cinéphilie, je pense que vous avez baigné dans le cinéma depuis le jeune âge. À vrai dire... Dans l'audiovisuel, on va dire, pour ne pas gêner. Oui, à vrai dire, pour le déclic, j'ai participé même dans ce studio-là, en 1945, en tant que comédien, dans une série intitulée Hadith al-Usra, à l'époque. La diffusion était dans le prime time au Ramadan, dans la période du rupture du jeûne. Et moi, je ne me vois pas comme comédien, mais j'ai essayé de faire de mon mieux à l'époque. Parce que oui, vous avez commencé en tant que comédien. Oui, c'est ça. Et après, c'était le déclic. Je m'intéressais beaucoup à l'image, au son, aux techniques de l'audiovisuel, à la possibilité de l'image d'exprimer ou de faire exprimer les émotions et les idées. Oui, justement. Et en parlant justement d'exprimer les émotions et les idées, vous avez réalisé un long métrage qui s'appelle Happy Birthday, un film très étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc justement, si c'est possible de nous donner un bref aperçu de ce film, pour les téléspectateurs qui ne l'ont peut-être pas encore vu. Oui, si je peux rebondir sur le parcours avant. Oui. Mon parcours avant, je ne voyais que les films de mainstream, c'est-à-dire les films de blockbusters américains, comme tout le monde d'ailleurs. Après, il y a eu le passage à l'acte du ciné-club. Alors, à travers les ciné-clubs, j'ai pu voir et revoir des films à travers des bandes de VHS, les bandes passantes, qui n'étaient pas assez passantes à l'époque, parce qu'il y avait des films de mauvaise qualité, et on voyait des films. Après, il y a eu le déclic avec le cinéma de Ozu et de Kenji Mizoguchi, le cinéma japonais. On va revenir sur ce point. Oui, justement. Alors, c'était le déclic vers un cinéma, et surtout Abbas Kiarostami, dans Close Up et autres chefs-d'œuvre. J'ai eu le déclic et un penchant vers le cinéma d'auteur. Oui. Le cinéma d'auteur, mais qui plus ou moins frôle le réalisme. C'est un parfait mélange entre documentaire et fiction. C'est de la pure docu-fiction. Justement, je n'ai pas eu un choix décisif. C'est pour cela que j'ai fait des expériences hybrides entre fiction et documentaire. D'ailleurs, il n'y a pas, dans le cinéma, il n'y a pas un lien vraiment franc entre la fiction et le documentaire, parce que le documentaire... Et fiction aussi. Déjà, quand on choisit un nom, on fait de la réalisation, on sélectionne. Alors, on refait une réécriture du réel, ce n'est pas du réel. Absolument. Alors, comme ça, j'ai débuté avec des courts-métrages. J'ai réalisé pas mal de courts-métrages entre fiction et documentaire, et la forme hybride fiction-documentaire. Et j'oublie pas que j'ai participé à beaucoup de plateaux de tournage. C'est-à-dire, j'étais comme assistant, j'apprenais le métier sur le tas, et je faisais des films à mon compte. Des films, je peux les qualifier d'amateurs à l'époque. Et petit à petit, j'ai essayé de trouver du financement, de convaincre les gens, des fois dans des cafés, je trouve des gens qui veulent vraiment investir ou m'aider pour faire des films. Alors j'ai commencé à faire des films, à participer dans des festivals nationaux et surtout internationaux. Je bougeais un petit peu. Puis après, l'idée vient d'un long métrage. Je le qualifie comme expérimental et un essai cinématographique. Justement là-dessus, comment a germé l'idée de ce film? Quel a été le déclic qui vous a fait dire à un moment donné, c'est le film que je veux faire? Écoute, le déclic, c'était des rencontres. Premièrement, la rencontre avec Mohamed Ben Bekriti, que je salue d'ailleurs, c'est un très bon comédien. Et c'est d'ailleurs l'acteur principal du film. Oui, c'est ça. Acteur de cinéma, de théâtre et télévision. Et cette rencontre-là a enrichi ma vision et
et m'a encouragé à faire ce film. Parce qu'il était d'accord pour le film. Il a dit, voilà, vous travaillez dans des conditions difficiles, au niveau de la production, vous avez un mode de production assez difficile. Je suis avec vous. Je ne vais pas gagner un sou, mais je serai à tes côtés pour faire ce film. Mais justement, cet acteur n'avait pas l'habitude de faire ce type de travaux artistiques. Donc, quelle a été sa réaction quand vous lui avez proposé le pitch du film? Justement, il a été tenté pour faire ce film, parce que généralement, il faisait des films de commande, des films de gros budget. Et quand je lui ai raconté l'histoire et mon intention cinématographique, alors le désir de ce genre de film a commencé à débuter chez lui, et il voulait participer en tant que comédien, en tant que non seulement comédien, un comédien qui va essayer d'immerger ou de faire une immersion dans le réel en faisant l'acting qu'il a d'habitude de faire avec une préparation, avec un scénario, etc., ainsi de suite. Parce que le scénario, quand j'ai écrit les scénarios, quand on a commencé de faire le tournage, je lui dis, dépose le scénario à côté, maintenant on va expérimenter, réécrire plutôt le scénario dans le réel. C'est le réel qui va nous dicter la façon de filmer les séquences. Justement, quand vous parlez de réel, quel a été votre objectif derrière ce film? Qu'est-ce que vous vouliez capter? Je voulais capter l'invisible. Parce que, généralement, on cherche toujours ce qui est profilmique. On cherche de la photogénie, on cherche de la phonogénie en tant que réalisateur. Mais pourquoi pas essayer de filmer l'invisible? Pourquoi pas aller vers une couche je ne dirais pas de spiritualité, mais ce qu'on appelle le métacinéma. Chercher à revoir notre méthode de faire du cinéma. Bien sûr, ce genre de film n'a pas beaucoup d'adeptes et de spectateurs, parce qu'il est classé auteur, il est classé un peu expérimental, un peu décalé. Le mode de production, il nous mène à faire de ce qu'on appelle le cinéma guérilla, c'est-à-dire cinéma improvisé. Improvisé, bien sûr, avec une équipe légère, réduite. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire cela. Dans l'histoire du cinéma algérien, d'ailleurs, par exemple, je cite Mohamed Zinat. C'est un très bon exemple. Oui, parce que il faut voir le film. Il faut aussi connaître l'histoire du tournage de ce film. Oui, parce que c'était un détournement. Exactement. On lui a fait la commande d'un film promotionnel pour la ville d'Alger. Absolument. Alors il a détourné le budget pour faire un film d'auteur. Pour faire un film hybride, justement. Hybride, c'est ça. Hybride et un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre. Et justement, j'ai retrouvé un peu de ça dans votre film. C'est que il n'y a pas un fil narratif clair. Donc il n'y a pas, par exemple, un point A, un personnage qui avance d'un point A à un point B. C'est plus une succession de situations, mais dans laquelle le personnage principal va effectuer une sorte de rétrospection sur lui-même ou voire sur son statut d'artiste. Donc là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que le film, on voit un personnage errer. Est-ce qu'il se cherche lui-même ou est-ce qu'il essaie de se retrouver en tant qu'artiste? Qu'est-ce qu'il veut faire en tant qu'artiste? Oui, alors pour l'errance, c'est une errance physique et errance spirituelle, surtout à la fin du film. Il erre dans le Sahara, dans le désert. Cette errance, elle est plutôt symbolique. Il y a quelques autobiographies, non, oui, mais généralement, je peux dire que le personnage principal, il reflète le modèle type de l'artiste algérien. L'artiste algérien, d'ailleurs dans tout le tiers-monde, il est dans une errance. Il n'a pas trouvé ses repères artistiques, il n'a pas trouvé son statut d'artiste, alors il est dans une errance perpétuelle et il essaie d'en sortir, mais je ne sais pas où et quand. Donc une dernière question sur le film, parce qu'on va aussi parler du livre que vous venez de sortir. Donc la dernière question, c'est, on voit quand même que le film est réalisé avec, c'est soit
un budget très réduit, ou soit c'est un choix artistique. Donc on voit quand même que le film, il a une certaine allure. Donc est-ce que l'esthétique du film, est-ce qu'elle était voulue ou est-ce que c'était par manque de budget que vous êtes retrouvé obligé de filmer le film de cette manière? C'est un choix assumé. C'est un choix assumé, pourquoi? Parce que le manque de budget dans l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup d'expériences où on a trouvé que le manque de budget, des fois, et même des fois la censure, elle encourage à faire des films et à créer. Par contre, le budget, qui est vraiment colossal et on a beaucoup d'argent, on ne pense pas à la création, on pense à faire une commande avec une narration classique, avec un casting, pourquoi pas international, et bien sûr un film de genre, comme on dit. Mais c'était pas le but de ce film. Oui. Le manque de budget, je le vois comme un plus, un atout pour aller vers la création, la vraie création. La créativité aussi. Je dirais que c'est un choix, c'est un choix assumé. Très bien. C'est un choix assumé et il questionne l'esthétique même du cinéma actuel. Parce que maintenant, les jeunes cherchent une image léchée, cette vision du héros. Héros qu'on ne le trouve pas dans le réel. Alors que le cinéma n'est pas forcément ça. Et justement, à travers votre livre, vous essayez plus ou moins de décrypter un peu, essayer de comprendre et de chercher sur la vocation réelle du cinéma. Donc restez avec nous, on va en parler, mais tout avant, on va faire une petite pause pour conseiller à nos chers téléspectateurs un film aussi, étant donné qu'on est à plus de 3 mois de l'agression sioniste sur Gaza, une agression qui a fait plus de 10 000 morts malheureusement. Donc on a profité de l'occasion pour parler d'un film algérien sur la cause palestinienne. L'un des seuls films d'ailleurs et qui est malheureusement assez méconnu du grand public, malheureusement, c'est le film Senaoud de Mohamed Slim Riyad. C'est un film sorti en 1972. Donc on vous propose un extrait pour voir le film et on se retrouve juste après pour en parler. Par le grand Mohamed Slim Riyad, un réalisateur qu'on ne cite pas beaucoup malheureusement, alors que c'est quand même un réalisateur qui a fait quelques films populaires, notamment Hassan Taxi, mais aussi des films beaucoup plus engagés comme le film La Voix, qui avait la particularité d'avoir comme chef décorateur nul autre que Mohamed Ishiakham. Donc le film Senaoud, comme je l'ai dit, c'est un film sorti en 1972 qui a été produit par l'ONSIC, donc l'organisme étatique, l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, mais en collaboration avec l'OLP, donc l'Organisation de libération de Palestine. Donc le pitch du film, c'est un jeune Palestinien issu d'un camp de réfugiés qui va prendre conscience de son engagement politique, et qui va décider de rejoindre la résistance pour la libération de la Palestine. Mais à travers son parcours, nous allons suivre plusieurs réflexions, notamment on va essayer de s'attarder justement sur la question de la Palestine et même de l'importance de la Palestine pour les pays arabes en général. Donc quand même le film avait la particularité d'avoir comme tête d'affiche de grands noms comme Hassan El-Hassani, donc connu plus pour le personnage de Boubagra, mais aussi l'actrice tunisienne Zohra Faiza qu'on avait aussi croisée dans un autre film algérien, à savoir Les vacances de l'inspecteur Tahar. Donc le film, on vous laisse le découvrir, il est disponible sur Internet. Donc il avait quand même réussi à remporter le grand prix du jury au festival de Bagdad en 1973, ainsi que le prix de l'Union des artistes arabes au même festival. Donc on revient vers vous, Ilyas Bouhamoucha, parce que vous avez sorti aussi un livre très très important, donc un livre qui s'intitule Cinéma, miroir d'une société. Donc si on peut le traduire de cette manière. Donc avant de commencer, je vous laisse le temps pour nous donner un bref aperçu du livre avant d'en débattre. Bon, ma démarche pour l'écriture des essais sur le cinéma, elle accompagne mon travail de la réalisation. J'essaie de faire une réflexion qui peut être l'objet d'un essai, d'un livre, et en parallèle, j'essaie d'assumer cette réflexion en la pratiquant sur le terrain, en réalisant des films à petit budget bien sûr, et des fois avec l'aide
Pour ça, je vais saluer le recteur de l'université de Sidi Bel Abbas qui est actuellement un peu opté plutôt passionné pour le cinéma. Il veut aider le cinéma, alors il essaie de nous ouvrir un petit studio justement pour réaliser des films de recherche et des films expérimentaux à mon image. Alors je le remercie. Alors pour ce genre d'investissement et d'investissement sur le cinéma expérimental, même si les salles n'accompagnent pas cette démarche, parce qu'on a toujours le problème des salles de cinéma, on a le problème surtout des salles art et essai et l'aide qui accompagne les salles art et essai. On a aussi un problème, je pense, qui va être résolu très prochainement, c'est la loi du cinéma. Pour le problème du VDATIC aussi. Oui, pour aider justement l'aide au cinéma en général et au cinéma expérimental et le film d'auteur a priori. Parce que pour le film d'auteur, il y a le film d'auteur pour les festivals et il y a le film d'auteur pour les salles art et essai, qui cherchent le public, qui cherchent son public, mais ils ne cherchent pas les prix généralement dans les festivals internationaux. Revenons sur le livre. Alors pour le livre, avant la réflexion, elle commence avec une introduction sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Alors j'ai eu comme un déclic, plutôt une vision futuriste sur l'IA et le cinéma. Je pense que l'IA commence à se démocratiser. Et à refaire tout le schéma de la production du cinéma. Maintenant, je prévois que plus tard, il y aura juste quelqu'un qui réfléchit. Il va commander à la machine et c'est elle qu'elle va écrire le scénario. C'est elle qu'elle va générer, pas réaliser, mais générer les images et générer le montage. C'est un thème bien choisi. Bien sûr. Et après, on va voir un film généré par... D'ailleurs, comme le NFT. Le problème qui est l'artiste. Est-ce que c'est la machine ou l'homme? Absolument. Alors, mais quand on voit, désolé de vous interrompre, mais quand on voit par exemple certains films aujourd'hui qui ont le scénario généré automatiquement par logiciel, ou voire même des effets spéciaux qui sont générés automatiquement aussi par des logiciels spécialisés, donc on se dit, plusieurs, en tout cas techniciens du cinéma, ont vu ces nouvelles technologies comme une réelle menace à l'emploi d'ailleurs en premier lieu et aussi à la créativité. Donc, ils se disent maintenant on ne peut rien faire étant donné qu'il y a un logiciel qui va le faire automatiquement. Mais vous avez cité un point très très précieux, à savoir la matière grise. Donc, là par contre personne ne remplace l'humain sur ce point. Oui, c'est ça. Il y aura plus tard un problème de légitimité artistique. Est-ce que la machine elle est légitime au niveau artistique? Mais pour la matière grise, c'est la réflexion avant tout. La réflexion et le goût esthétique. Mais après, pour le livre, il y a 5 chapitres. Pour chaque chapitre, j'ai essayé de développer l'idée du cinéma hybride entre fiction et documentaire, le cinéma indépendant, le cinéma alternatif, le cinéma différent, le cinéma pour l'art, pas pour le gagne-pain, le cinéma pour la réflexion, le cinéma pour l'expression de la marche. C'est un outil pour s'exprimer, surtout pour la marche. Alors, c'est ça, généralement, le livre, il a essayé d'aborder cela, mais en même temps, il a essayé d'être comme un guide pour les nouveaux cinéastes. C'est vrai, vous consacrez pratiquement toute la moitié du livre à donner des astuces de mise en scène, comment régler une lumière, comment établir une valeur de plan, etc., avant de proposer une deuxième partie qui est plus concentrée sur une analyse de l'image en elle-même. Mais là-dessus, vous avez justement parlé de l'intelligence artificielle et de produits qui génèrent, enfin de logiciels qui génèrent tout actuellement dans un rendu hyper optimum. Mais n'est-ce pas les imperfections et les petites imperfections qui font justement la beauté du cinéma, les petites imperfections humaines, justement, quand un film est trop léché, on va dire, et trop soigné de A à Z, il y a quand même quelque chose qui manque quand on regarde, comme par exemple aujourd'hui quand on regarde les films tournés en numérique, plusieurs réalisateurs insistent sur le fait de tourner en pellicule malgré
le grain, malgré une qualité d'image un peu inférieure au numérique, mais ils disent non, c'est le rendu qu'on veut. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Exactement. D'ailleurs, dans le film Happy Birthday, c'est ça qu'il voulait dire, à travers l'image, bien sûr. Oui. Il a essayé de chercher ses imperfections et de les souligner pour montrer que l'humain, il est fait par les imperfections, par les détails, par le manque de perfection qui va nous donner, qui va nous procurer, bien sûr, la technologie et surtout l'IA. Oui. L'IA, elle peut donner une image parfaite, mais elle a un manque de grain, comme vous avez dit, le grain qui est l'humanité elle-même. D'ailleurs, je pense que les imperfections de l'être humain, c'est elles qui nous laissent apprécier et écouter et entendre et s'approcher des autres. Parce que si les autres étaient parfaits, c'est comme les Grecs d'ailleurs. Oui. Ils ont écrit beaucoup dessus. Ils ont même parlé de Eros. L'héros, c'est un demi-dieu. Oui. Alors, pourquoi on s'identifie à l'héros dans la tragédie grecque? On s'identifie à l'héros parce qu'il a le côté parfait, côté Dieu, Déos, et le côté imparfait, le côté humain. Oui. C'est comme Oedipe, Achille. Ils avaient toujours un côté de faiblesse, et c'est là le talent d'Achille. D'ailleurs, on dit un talent d'Achille, c'est le point de faiblesse. Achille, déjà dans le film, il a été tué par un lanceur d'arc, mais il a été touché dans les tendons, dans le talon d'Achille. Ouais. Alors cette imperfection, c'est elle qui nous lie avec le héros et qui facilite l'identification au personnage. Ouais. Donc juste une dernière question, M. Bouhamoucha. Donc suite à la rédaction de ce livre, quelle a été la principale leçon apprise quand vous l'avez terminé? Ceci en le mettant avec l'actualité dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment le financement des jeunes cinéastes, les films indépendants, etc. Donc le tout, avec votre bouquin, quelle est la synthèse avec laquelle vous êtes sorti? La synthèse, je suis optimiste au niveau de la création pour les jeunes, et en même temps il y a une touche de pessimisme si on parle de l'avenir du cinéma en Algérie. Pessimisme pourquoi? Parce que je vois que dommage, notre public, les jeunes, ils cherchent toujours le tapis rouge, les consécrations internationaux. Oui. Ils oublient l'essence même du cinéma. Le cinéma, c'est quoi? C'est créer, c'est un expérimenter. Oui. C'est un mouvement, oui. Oui. C'est pas faire des films pour plaire. Oui, mais aussi, mais chaque film, c'est une expérience. Absolument. Chaque film, c'est une expérience. Alors l'expérimentation, elle est perpétuelle. Quand on dit qu'on est arrivé au summum, alors là, très bien. On a échoué. Absolument. Très très belle conclusion d'ailleurs, M. Bouhamoucha. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre Cinéma Tawthiq al-Mujtama sera très très bientôt disponible en librairie, j'imagine. Donc vous pouvez le retrouver partout si vous voulez avoir un guide de réalisation ainsi qu'une réflexion sur le sujet. Merci beaucoup M. Bouhamoucha d'avoir été avec nous et j'espère vous revoir très très bientôt. Pour d'autres projets, je pense que vous avez quelques projets en préparation. Oui, justement, j'ai fait une immersion avec les familles des enfants autistes et trisomiques dans une durée de 6 mois. Alors, après une durée de 6 mois d'immersion, avec toutes les histoires que j'ai vécues, c'est un fardeau qui pèse beaucoup sur mes épaules. Alors, je ne pouvais pas faire le montage du film, mais j'attends l'occasion pour commencer pour exorciser ce problème, ce fardeau, en faisant le montage petit à petit. Et peut-être le film sera disponible d'ici la fin 2024, Inch'Allah. Et en tout cas, comptez sur nous pour y être et aussi pour vous inviter pour en parler plus en détail. Inch'Allah, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à vous. Et on continue, chers téléspectateurs, avec volet littérature, mais tout d'abord, une chanson en guise de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien et on se retrouve juste après.
Donc avant de rejoindre notre invité, une petite dédicace d'une téléspectatrice qui nous a contacté pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa sœur établie aux États-Unis. Donc c'est Madame Saleha Lekini qui souhaite un joyeux anniversaire à sa sœur Feriza. Il lui souhaite joie, bonheur et prospérité. Donc joyeux anniversaire Feriza, où que vous soyez, et, au nom de l'ensemble de la station d'Oran. On tient aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue Nabil Missoum pour avoir atteint 47 ans. Donc que le meilleur reste encore à venir, chers collègues. Donc on passe tout de suite à notre invité, donc c'est Mehdi Messoudi. Donc Mehdi Messoudi, tout d'abord, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir. Parmi vous. Tout le plaisir est pour nous, Mehdi. Donc tout d'abord, on va vous présenter. Donc, vous êtes cadre supérieur dans une entreprise publique, oui, tout en enchaînant une carrière prolifique littéraire à côté. Donc vous êtes à votre 4e ouvrage. Un recueil de nouvelles cette fois-ci. Donc vous avez commencé par une nouvelle au milieu du champ de lavande, oui, ensuite un roman court, donc c'était Pétri d'amertume. Ensuite vous êtes attaqué à un roman fleuve, on va dire, donc de l'autre côté. Et là vous revenez à un recueil de nouvelles, mais pas des plus anodins, parce que c'est très particulier, parce que vous explorez l'enfance à travers cet ouvrage. Exactement. Je voulais écrire un ouvrage qui était extrêmement différent des précédents. Oui. Qui était, on va dire, franchement à part. Oui. Et je voulais aborder l'enfance parce que, tout d'abord, l'enfance est un thème plutôt récurrent dans mes ouvrages précédents. Sauf que cette fois-ci, je l'aborde de manière différente, dans la mesure où je me mets dans la peau d'un enfant qui parle de la petite enfance jusqu'à atteindre l'adolescence. Et donc, ce recueil rassemble 11 nouvelles. Oui. Et à travers ces 11 nouvelles, j'aborde plusieurs thèmes, c'est-à-dire la première frayeur, la première fois chez le médecin. J'aborde en général les premières fois. Oui. Premier béguin, la première fois chez le dentiste. Premier béguin, la première fois chez le dentiste. Désolé de vous interrompre, mais quand même, oui, c'est très ponctué d'humour. Oui. Moi, en tout cas, bon, déjà ça se lit tout seul, donc c'est très 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 agréable. Mais en même temps, c'est teinté d'humour parce que quand même, je vais profiter, je vais quand même faire profiter un peu nos chers téléspectateurs en citant ce passage. Alors, je n'étais pas le genre d'enfant à me précipiter chez un dentiste, même si toutes ses dents devaient un jour pourrir et que sa bouche se transformerait en une véritable névralgie dentaire. Exactement. Bon, je pense que c'est l'une des nouvelles les plus drôles. Oui. Et en même temps, il y avait une volonté chez moi de varier les émotions parce que je me suis pas efforcé, mais j'ai tenté de faire en sorte que chaque nouvelle exprime une émotion différente. Oui. Le passage que vous venez de citer, on va dire que c'est plus une nouvelle humoristique, burlesque. Oui. Caractère burlesque. Oui. Mais c'est la phobie extrême qui fait ressortir cette situation un peu loufoque. Exactement. Oui. Certaines sont, on va dire, beaucoup plus sérieuses, oui, dans le sens où elles ne sont pas drôles, tristes. Bon, on va dire que les émotions sont très variées. D'ailleurs, le processus d'écriture qui a duré en tout et pour tout 11 mois. Il y a 11 nouvelles. Donc un mois par nouvelle. Enfin plutôt une nouvelle par mois. Une nouvelle par mois. Oui. Donc je l'ai écrite, relue, revue. Et je prenais un laps de temps pour passer d'une humeur à l'autre pour pouvoir écrire la prochaine. Oui, donc il fallait être dans un état d'esprit particulier. Exactement. Pour se concentrer à chaque fois pour insuffler une ambiance particulière dans chaque nouvelle. Tout à fait. Pour moi, on va dire le processus créatif dans la nouvelle est très différent du roman. Oui. Si je devais faire une comparaison, pour moi, le roman, c'est un marathon, une course de fond où il faut avoir le même rythme du début jusqu'à la fin. Oui. Alors que la nouvelle, c'est plus comme un sprint, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, certains avis vont diverger, c'est sûr. Parce que généralement, la nouvelle, elle a la particularité d'aller droit au but.
Là où le roman a Exactement. tendance à prendre son temps, à bien décrire les situations, etc. Tout à fait. Et le roman peut aborder plusieurs points en même temps, alors que la nouvelle, on aborde un seul. Et bon, c'est-à-dire qu'elle peut être courte, concise, et certaines nouvelles peuvent être plus longues. À l'exemple de Double Assassinat dans la rue Morgue de Edgar Allan Poe, Absolument, absolument. c'est une nouvelle. Encore l'affaire qui... Charles Dexter Ward, par exemple, de Lofrat. Oui, qui est mais une nouvelle, mais pour plusieurs, c'est une sorte de roman court. Mais je pense que récemment, elle a été plutôt considérée comme un roman. Absolument, court. absolument. Elle a été revalorisée, absolument. Tout à fait. Ouais. Donc, Mehdi Messoudi, quand même, vous sortez quand même d'un troisième roman assez éprouvant quand même, parce que ça a été un roman très difficile à écrire, très long d'ailleurs. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré pour, disons, pas revenir aux sources entre guillemets, mais pour proposer quelque chose de beaucoup plus facile à digérer, on va dire? Je pense que moi, comme beaucoup d'Algériens, il y a un côté en nous qui est très nostalgique. Oui. On se souvient de notre passé et on s'en souvient avec beaucoup de tendresse. Moi, j'en fais partie. Et tendresse pour les moments difficiles comme pour les moments joyeux, c'est ça? Oui, c'est-à-dire les souvenirs, c'est-à-dire la nostalgie ou les souvenirs, c'est pour moi quelque chose de très, très, très particulier. Et j'avais toujours eu l'envie d'aborder exclusivement le thème de l'enfance dans un ouvrage. Je ne savais pas si j'allais le faire par un roman ou par une nouvelle, mais finalement je l'ai fait en écrivant une nouvelle. Je m'étais toujours dit que j'allais revenir là-dessus parce que mon premier ouvrage, c'était une longue nouvelle et j'ai enchaîné ensuite avec 2 romans. Je me suis promis que j'allais revenir avec cette fois-ci un recueil, pas une seule nouvelle, mais un recueil. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aborder l'enfance? Et voilà, en plus, le processus, on va dire, de rédaction était beaucoup moins difficile que d'autres côtés. Quand j'ai écrit mon 3e roman, pour moi, ce n'est pas un roman historique, mais c'est une fiction qui utilise comme toile de fond l'histoire. Oui, mais quand même, vous y insufflez beaucoup d'éléments réels. Beaucoup d'éléments réels. C'est là-dessus où c'est très particulier et très intéressant parce que votre personnage principal, qui est fictif, se retrouve pratiquement dans un environnement réel, donc au point où de se demander s'il a véritablement existé ou pas. Donc je pense que c'était aussi un choix voulu. Oui, c'était pour des soucis d'authenticité, c'est-à-dire que à un moment par donné, exemple des films, des groupes de musique, etc. Oui, à un moment donné, je voulais que le lecteur puisse se poser la question, est-ce que toute cette histoire est vraie ou est-ce le fruit de l'imagination de l'auteur? Et dans cet ouvrage, il y a même un dialogue fictif avec Louis Buñuel. Absolument, absolument. Et toutes les paroles de Buñuel ont été véritablement... Oui, et le plus par, intéressant, c'est aussi c'est un dialogue fictif sur un film qui n'est pas très connu de Buñuel. Donc le fait d'avoir déjà mis la lumière sur ce film, c'est déjà très très intéressant. Parce que Buñuel, on ne se souvient pas de lui comme un réalisateur de western. Donc c'est plus de films surréalistes. Et pour ce film-là que vous citez, c'était un western. C'était un western, mais je ne pense pas que ça a été une très très grande réussite pour Buñuel. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, même c'est aussi dans l'aventure avec une adaptation de Robinson Crusoe qui est très réussie, etc. Oui, mais finalement, je pense que son véritable créneau, c'était le surréalisme. Le surréalisme, tout à fait, avec Nassarine, avec Viridiana, avec Charme discret de la bourgeoisie. Charme discret de la bourgeoisie, absolument. Fantôme de la liberté. Bon, déjà, quand on vous parle, on voit clairement que vous avez une culture cinéphilique. Donc, est-ce que ça a joué un rôle dans votre parcours d'écrivain? Tout à fait. Je pense que beaucoup d'auteurs vous diront que c'est la littérature qui doit servir le cinéma et non pas l'inverse. Oui. Pour ma part, j'ai été beaucoup... Ça a été l'inverse, c'est le cinéma qui sert la littérature. Pas totalement, mais j'ai été beaucoup inspiré par des œuvres cinématographiques pour la rédaction de mes romans. Oui. Pas toujours, mais... Notamment les 2 premiers, je pense, parce que dans les 2 premiers, il y a quand même une écriture très, très, très cinématographique. Oui, pour le premier, Au milieu du champ de lavande, c'est... À la limite, un scénario. Ça ressemble beaucoup à un scénario, beaucoup de dialogues, mais en même temps, je m'inspire aussi de la littérature américaine,
Quand vous lisez Hemingway, Steinbeck, Caldwell ou encore Faulkner, il y a une très très grande présence de dialogue. Et même d'auteurs de contes fantastiques. Edgar Allan Poe, comme que vous venez de citer tout à l'heure, oui, qui a été ma plus grande aussi. Influence pour devenir auteur. Oui. C'est en lisant les nouvelles de Poe que je suis devenu ah, d'accord, clairement. Donc c'est lui qui a été le principal déclencheur de Parcours. Bien sûr, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, mais c'était surtout Edgar Allan Poe qui m'avait profondément influencé. Ensuite, bon, il y a eu Lovecraft. Et donc, revenons au milieu du champ de lavande, c'était vraiment une écriture scénaristique. Ensuite, je pense que mon style a plus ou moins changé et qui est devenu beaucoup plus littéraire. Oui. Voilà, même pour mon dernier ouvrage, il y a eu des inspirations cinématographiques, pas totalement. Je cite des films où il est question de nostalgie, comme Cinéma Paradiso, comme Il était une fois en Amérique. Oui. Justement, j'avais retrouvé beaucoup de Cinéma Paradiso dans votre ouvrage. Ou encore le film d'animation Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata. Qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était le titre principal. Enfin, c'était le titre proposé au début pour l'ouvrage. Pas au début, mais j'avais beaucoup de titres en tête. Mais finalement, En dépit du temps a été, je pense, le meilleur. Oui, parce qu'en dépit du temps, les souvenirs quand même... Je trouve que ça comme on dit avec le temps, les souvenirs sont toujours bons. Exactement. Oui. Donc, Mehdi, juste une dernière question. En parlant justement de ce dernier ouvrage, vous insistez sur le fait qu'il n'est en aucun cas autobiographique. Non, il n'est pas. Parce que justement, c'est très très bien rédigé, donc au point où n'importe quel lecteur, à la première lecture de l'ouvrage, il va se dire c'est forcément son histoire. Donc vous tenez à préciser, ce n'est en aucun cas autobiographique. Ce n'est pas autobiographique. Bon, je tiens à préciser certains points. On se réfère toujours à quelques détails qui se sont passés dans nos vies. Oui, bien sûr. Donc il y a ça, il y a le fait de s'inspirer un petit peu du vécu, mais un petit peu du vécu des autres, parce que dans certains moments, j'ai dû m'accaparer certains instants qui n'étaient pas les miens. Et c'est là que ça a été le plus difficile pour y mettre de l'authenticité et surtout de l'émotion. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup Mehdi Messaoudi d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et je rappelle que votre livre En dépit du temps est disponible actuellement un peu partout en librairie. Donc, chez les bons libraires. Chez les bons libraires, absolument. absolument. Donc si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à parcourir cette pépite. Donc c'est disponible un peu partout dans la librairie la plus proche de chez vous. Donc Mehdi Messaoudi, j'espère vous revoir très très bientôt pour d'autres occasions, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec le dernier plateau, à savoir Tourisme avec l'association Jeunesse pour les échanges touristiques. On vous laisse avec un clip découvrir cette association et on se retrouve juste après pour en parler avec son président.
كان مجتمع مدني بصفه عامه. الان اصبح يوجد مجتمع مدني متخصص وفق توجيهات رئيس الجمهوريه اللي قال على الدوله انها تتبنى افكار وتتبنى مشاريع الشبانيه ومشاريع الجمعويه لمختلف شرائح الجمعيات والمجتمع المدني المكاين ان شاء الله. Très bien. Donc l'association propose aussi divers types de randonnées, de virées et de cycles touristiques à travers l'ensemble du pays. الجمعيه جات باش تخرج على الصوره النمطيه اللي وجهوها لنا اللي هي السياحه، هي فندق سياحه. اسكو كي تبني فندق راك تطور سياحه. هنا الاشكال اللي راه كاين انها اعتبر زياده عدد الفنادق والاسعار اللي نعرفوها اللي راهي غاليه اللي ماشي متناول الجميع تاع الفنادق. جاء البديل هو التخييم في الهواء الطلق. وفي اتصالاتنا مع مختلف المواطنين هنا في داخل الوطن والجزائريين في خارج الوطن وحتى جمعيات في الخارج يقول لك ان احنا نعرفوا شلنا لي فوتو وشلنا لي فيديو تاعكم. احنا ماذا بينا تروجوا للتخييم في الهواء الطلق، التخويم لي بيفواك لي روندوني لو بوشكرافت لو سافوار فيف دو لا فوري. لو بوشكرات سي طريقه العيش في الغابه بدون ما تاثر الغابه. احنا هذا هو البيت تاعنا على وضع منهاج جديد للسياحه. السياحه المجتمع المدني يخدم على العمل الجواري. احنا لو توريزم دو ماس اسكو المواطن ولا العامل البسيط ولا متوسط الدخل يقدر يروح الفندق مثال الفنادق اللي كاينه والاسعار تاعها في موسم الاصياف. ولا سيما ان الدوله الجزائريه راهي دير مجهودات كبيره لبناء مثل لي زوبرج دي جون، مخيمات شبانيه. راهم احيانا بحكم التجربه اللي رحنا للفنادق الخواص ورحنا البيوت الشباب على مستوى الوطني ومخيمات شباب نتلاقاهم احيانا البيت الشباب ولا مخيم شباب يكونوا قائمين احسن من الفنادق اللي تكون للخواص. Justement, donnez-nous un peu une fourchette de prix concernant les auberges de jeunes. على سبيل المثال الاسعار لبيوت الشباب ومخيمات الشباب. كاين مخيمات الشباب اللي يوجد في مناطق جد رائعه كما نقولوا تحت تلمسان تاع لاستي، كما مديه الجواب، كما كاين بيوت الشباب كاين في الصحراء تاع تميمون، كاين في تمراسات، كاين في ورقله. هادو اللي زرناهم هادو اسعار جد بسيطه وبيوت شباب ومخيمات شباب عائليه محترمه. احنا قلنا نروجوا للسياحه بالطريقه الجزائريه. الاسعار ب 500 دينار 900 دينار ما ديباسي ما تصبيش سي بور كونفيرمي لافورماسيون. سي 500 دينار هذا في موسم احسن تكون فيه الخدمه بزاف، واحيانا تكون حتى 300 دينار حتى 400 دينار للفرد الواحد مخيمات وبيوت الشباب. Donc en gros vous proposez des cycles abordables pour tout le monde et tout en mettant le citoyen en contact avec la nature. Donc احنا في هذا المجال قمنا نقول على سبيل المثال دينا وهران باسكو عندنا المقر تاعنا في وهران. تمشينا بشعار من وهران انطلقنا، بمعنى من وهران انطلقنا لجميع القطر الجزائري جميع قاره الجزائر في استحداث للمسارات السياحيه. شنو معناتها استحداث المسارات السياحيه؟ احنا الفكر اللي راه كاين عندنا في ظل العولمه الثقافيه اللي يوجد المرشد السياحي وكونا مرافقين سياحيين خاصين في كل منطقه، وهذا خصوصا لترويج الدعم للتنميه المستدامه بان رفع المستوى المعيشي المحلي. لان كعمل جواري احنا ننتوشوا المناطق الجواريه وننتوشوا المناطق المختلف المناطق. احنا على سبيل المثال في وهران درنا 20 مسار سياحي باسكو وهران كون روماركو الاكثريه بازين على كي يقول لك وهران يقول لك مثال حصن سانتا كروز، يقول لك قصر الباي. احنا لا درنا 20 مسار سياحي على مستوى بلديه مرسى كبير، عين ترك، بوسفور، العنصر. في كل مسار سياحي عنده شروط وعنده توفر فيه مجموعه من الامور باش السائح تعجبه الامور. Justement, en parlant de ces circuits touristiques, vous avez fait une très très belle initiative, à savoir la restauration. Enfin, vous avez entrepris une initiative de nettoyage du circuit Taban à Marsa Kébir. Donc c'était un lieu qui était littéralement abandonné. Donc vous avez quand même entrepris vous-même l'initiative d'aller nettoyer avec de jeunes bénévoles. Donc parlez-nous un peu de... bon على مستوى مثال مصر كبير التاريخية اللي تمتد في التاريخ 480 قبل الميلاد. مصر كبير اللي تأسست كانت البوادر التأسيس تاعها 480 قبل الميلاد. كان حصن هنا حصن بون تختلف التسميات، وهو يكون كان حصن، واحد يقول لك كان سجن. احنا المعلومات اللي عندنا كانوا يسموه سان سلفادور. قد تكون صحيحه. هنا دور المختصين ودور المؤرخين في التاريخ. هذا الحصن
اللي يمتد اللي كان ينتمي الى منظومه دفاعيه من العهد الاسباني، بني في نفس الفتره تاع حصن سانتا كروز، لانه لو كان يجوز لقى تشابه كبير بين طريقه البناء. هذه المبادره درناها، حنا كنا نردوا هذا المعلم، واللي عاوننا هنا في سي رئيس دائره عين ترك، وهو مشكور على هذا الامر، اللي وفق توصيه الوالي وشهاده رئيس الجمهوريه ان المجتمع المدني يقوم. احنا قمنا بهذا الحصن هذا، قمنا بالتنظيف تاعه، نحاولوا التهيئه تاعه باش يكون مزار سياحي ويكون منطقه سياحيه، خصوصا ان الكثيرين يسمعوا مصر كبير وماذا بهم يزوروها من باب تاريخي. باب تاريخي، وراهي وجدنا خدمنا لها الطريق، راهي خصها مازال تهيئه، باسكو حنا الجمعيه احيانا نخدموا بالاكثريه الامور، اوقات نخدموا بالامكانيات الخاصه تاعنا، كاين الناس اللي يعاونونا من هذه الامور دي بينيفول، العمل الجمعوي ولا الجمعيه مبنيه على التطوع، على البينيفولا، وراه الان اكسيسيبل بالسياره والناس يقدروا يزوروه، وراه عندنا تعارف عليه، راه عندنا حتى لي فوتو قدم عليه، وان شاء الله نوصلوا الفكره، وبهذه الفكره باسكو وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولات تطبق في مجموعه من الولايات اللي تبناو الفكره، ورانا كونتاكت معاهم، والطريقه تاع التهيئه، حتى الطريقه تاع الترميم، معنا ديزارشيتيكت، معنا دي بيرو ديتود، حتى الطريقه تاع الترميم، احنا ما دخلناش في الترميم، دخلنا التنظيف، خاطر كاين اولويات. حصن اثري كاين اللي تاثر عليه شيله، كاين نباتات اللي تاثر والجذور اللي تاثر، وكاين المياه. هذه الامور هما الوالا اللي اثروا على اي حصن اثري، اللي الامور الوالا اللي نقضوا عليهم. Une bonne initiative de cette association, justement. On va revenir juste après. On va faire découvrir à nos chers téléspectateurs la virée que vous avez faite concernant le site de Brézina. Donc on laisse les téléspectateurs découvrir et on revient juste après. Habibi, welcome to Des images envoûtantes à travers la beauté sauvage de notre pays. Donc, Monsieur Harkous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au site Brézina? C'était un site vierge à l'époque. منطقة بريزينا موجودة في البيض، القليل اللي يسمع بها، قليل اللي يعرفها. احنا على كل منطقة ندخلوها رانا نديروها في صور وفيديوهات ترويجية، راه عندنا عشرات فيديوهات على هذه الشاكلة في كل منطقة. بريزينا بمعنى المصطلح المحلي سي بيرزينا. في العرف والاساطير يقول لك امراه كانت عايشه مع اولادها، راجلها سافر وقعد تقرع في الخيمه، كي قاعد تحفر صنعت تم كونت بير.
على بها تسمى بير زينه تاع بالنسبه ديك المراه اللي زوجها ما جاش اللي بقى ولا ما زار على بها. وبير زينه يعيطوها اريزونا الجزائر، المصطلح العالمي اريزونا الجزائر. الملاحظ للصور انها تصلح لافلام الغرب الامريكي الموحش، كما نقولوا استديوهات مفتوحه للهواء، ما تسحقش امور كبيره. وفي كل منطقه اللي لاحظنا احنا في كل منطقه واللي احسن تواجدنا فيه، في كل منطقه في القطر الوطني عندها الخصوصيه تاعها وعندها مناظر عجيبه. روحوا مثل الاسبوع الفارط كنا في تيكشدا تال اقل من البحيره، اعلى قمه في اعلى بحيره في افريقيا متجمده. هذه ما نشوفوهاش في جهه اخرى في 1800 متر. المهم نعاود على Donc juste un mot de fin pour conclure. Vous travaillez actuellement sur un guide qui rassemble plusieurs plats culinaires un peu méconnus algériens. Donc juste un bref aperçu juste sur ce projet. احنا الفكره اللي تمشي لها في هذا الجيد اللي تمشوا به هو الاكلات الشعبيه الحقيقيه. خاطر لو كانوا نستعملوا خاطر علاه نعطي فكره على الجمعيه التقسيم تاعها. الفكره ان الجمعيه تكون من مجموعه من النوادي، كما نقولوا نوادي الرحلات اللي مسمينا احنا اسبارو، اللي يشرف عليه كاين نذكروهم زكي، كاين اللي يقوم بهذا الفيديوهات كما الفيديو تاع بريزينا هذا سي رحماني فراحي محمود اللي نعيطوا له سناك مان، هو مختص في الحيوانات مختص في النباتات، وهو ميمتو رئيس البيئه، هو رئيس لجنه البيئه. وكاين اللجنه اللي كريناها تاع الاكلات الشعبيه. عندنا في كل منطقه على القطر الوطني، في مستوى القطر الوطني كاين عندها اكلات شعبيه خاصه. هذه الاكلات الشعبيه الخاصه حنا باغيين نحافظوها على الطريقه تاعها. راه كل طباخين وكاع يقول لك حنا هذه الاكله طورناها. D'accord. Donc monsieur Alcoz, j'espère vous recevoir très prochainement pour parler plus en détail. Malheureusement, on débute du temps, on sera obligé de reporter ça à une autre fois, Inch'Allah. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que ce programme vous a plu. Si vous voulez nous revoir, vous pouvez toujours